3 livres, donc, Yves Bonnefoy, paraissent ou vont paraître ces temps-ci. Sous le signe de Baudelaire, chez Gallimard, pas loin de 60 ans de dialogue avec l'auteur des Fleurs du Mal, dont nous parlerons demain. À notre programme ce soir, un nouveau livre de poèmes, L'heure présente au Mercure de France, et la traduction de 24 sonnets de Pétrarque. Je vois sans yeux et sans bouche, je crie. C'est le titre que vous avez donné à ce volume qui est à paraître en février chez Galilée. Un titre qui n'est d'ailleurs qu'un vers de Pétrarque lui-même que j'ai repris. J'imagine bien. L'heure présente, pour commencer, un nouveau livre de poèmes qui fait suite à la longue chaîne de l'encre parue en 2008 et qui reprend dans sa première partie Rature et outre, publié isolément chez Galilée il y a 2 ans. Et je remarque que la reprise est une pratique constante pour les poèmes comme pour les essais. Des textes peuvent avoir plusieurs vies successives, avec des supports différents, et parfois dans des versions plus ou moins revues et corrigées. Mais à un moment donné, il y a le souci d'éviter la dispersion, de mettre de l'ordre, ou en relation des écrits qui jusque-là étaient séparés, comme pour faire œuvre de clarification. Oui, sans doute. Vous savez, on n'écrit jamais qu'un seul livre. Parfois c'est en se répétant, parfois, et j'espère que c'est plutôt mon cas, c'est en se ramifiant, en adoptant une structure arborescente qui fait qu'à partir d'une préoccupation centrale, eh bien, on va dans diverses directions. C'est comme un ruissellement. Peut-être beaucoup se perd, mais aussi il y a par moments des stagnations, des regroupements de soucis, et alors le besoin en effet se présente de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Il y a aussi le fait que tout simplement les années ont passé et que l'on constate que un certain nombre des écrits ont été le produit de ces quelques années récentes, et on éprouve le désir de faire le point dans sa vie, dans le passage du temps. Et du coup, l'idée de recueil semble l'emporter sur celle de livre. Les recueils sont des livres qui s'écrivent tout seuls, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en attendez ? Effectivement, autrefois, j'écrivais des livres. Autrement dit, les 4 ou 5 premiers recueils de poèmes que j'ai publiés n'étaient pas des recueils précisément, mais un livre structuré, pensé d'avance, et dont la forme d'ensemble conditionnait l'écriture des différentes parties. C'était vrai pour mon premier livre, Douve, qui avait été en quelque sorte pensé à partir de sa forme virtuelle, et puis ainsi de suite jusqu'à dans le leurre du seuil. À tel point d'ailleurs que ces 4 premiers volumes, dans mes yeux, n'en constituaient qu'un que j'avais déjà en esprit au début des premiers. Et ensuite, en effet, mon rapport avec l'écriture a changé. Peut-être parce que j'avais donné une certaine forme à ce que je cherchais à être. Je me suis trouvé plus libre de rencontrer des situations intérieures plus diverses, moins d'emblée connectées, si bien que j'ai écrit des poèmes, des récits qui, chacun d'eux, existaient d'une manière autonome, si bien qu'ensuite je n'avais qu'à les rassembler, confiant que peut-être ils trouveraient une certaine unité à partir du souci, du projet, de la sensibilité même de la personne qui en était l'auteur. Mais qu'est-ce qui décide à un moment donné que l'heure est venue de refermer le recueil ? D'abord, qu'est-ce qui décide que l'heure est venue de terminer un poème, de considérer que cet afflux d'émergence partiellement inconsciente qui constitue l'écriture du livre a réussi à vaincre la demande des ratures qui sont là pour exiger
que l'on continue. Je n'en sais rien. Cela se fait, sinon tout seul, du moins à mon insu. Tout d'un coup, je constate que quelque chose dans ce qui est là devant moi me satisfait, au sens non pas d'un contentement esthétique, mais du sentiment que je ne peux pas faire plus, au moins pour le moment. Et c'est ainsi que le poème s'achève. Quant au livre lui-même, eh bien, c'est peut-être parce qu'une certaine période de temps s'est écoulée. Alors là, du coup, à partir de considérations qui tiennent plutôt à ma propre existence, dans ce qu'elle est en dehors de l'écriture, j'éprouve le besoin disons, de publier un ensemble, de voir ce que cela signifie, d'avoir un recueil. Alors là, vraiment, c'est un recueil. Je ne saurais pas très bien répondre à cette sorte de questions, voyez-vous. L'heure présente, c'est un recueil. Oui, et sauf que au centre de ce petit livre, il y a un poème que j'ai écrit à partir d'un sentiment propre qui faisait qu'il s'évadait de tout recueil possible, parce qu'il était en rapport direct avec mon souci, avec mon besoin de témoigner, mon besoin aussi de savoir qui je suis, mon besoin en somme de faire le point, et cela lui permettrait d'exister indépendamment du livre. D'ailleurs, j'ai éprouvé le besoin d'en faire une toute petite édition en quelque sorte privée en Allemagne où j'étais, et c'est bien vous dire de cette façon que ce poème existe comme tel. Il a donné son titre à l'ouvrage et autour de lui se sont rassemblés divers textes. Donc c'est comme ça que la construction du livre s'est faite, Oui. un mur de soutien et ensuite des cloisons que vous avez ajoutées. En effet, on peut dire cela. Alors, ce qui frappe aussi quand on lit ce livre, c'est la coexistence de poèmes en vers et de poèmes en prose. Je pense qu'on peut dire poèmes, de textes de prose plus ou moins longs. Et ça, c'est depuis une dizaine d'années qu'on observe cette façon de composer les livres. Oui et non, parce que en fait, dès les débuts de mon écriture, de mon travail poétique, j'ai alterné la prose et les vers. Dans mon premier livre d'Ouve, il y avait déjà quelques parties en prose, bien entendu beaucoup plus courtes et beaucoup plus près de la nature du poème en vers. Mais à l'époque où j'écrivais ce tout premier livre, j'écrivais aussi des récits de prose que je n'ai pas gardés, ou tout au moins dont je n'ai sauvé que quelques parties, mais qui témoignaient déjà de mon désir d'alterner le vers qui est porté par le rythme et la prose qui est à l'écoute de l'inconscient. C'est le cas avec les planches courbes et avec la longue chaîne de l'encre. Oui. C'est-à-dire que ça pose en même temps la question de la narration, du désir que vous avez de raconter, de faire des récits. Il y a peut-être différentes sortes de narration. Il y a celle du romancier qui a en esprit une situation qu'il a observée, méditée, qu'il a préparée en quelque sorte dans son esprit et qu'il raconte en suivant le fil d'une pensée déjà déterminée. Mais il y a aussi une narration qui est en fait une invention complète. Autrement dit, qui ne sait absolument pas où elle va, parce qu'elle a pour essentielle nature de provoquer l'inconscient qui sommeille et lui demander de parler, de sortir de son silence, si bien que le texte s'écrit d'une manière imprévue, et à ce moment-là, il y a peut-être un retour de la conscience pour organiser ce que l'on reçoit, pour le critiquer, pour le refuser, bien entendu aussi, ou bien pour l'accepter d'une manière attentive, mais ce n'est pas la même sorte de narration, et c'est, je crois, celle que, pour ma part, je pratique. Donc vous diriez que plus que la coexistence vers-prose, ce qui doit être remarqué, c'est la coexistence conscient-inconscient. Oui, je dirais que l'inconscient joue un très grand rôle dans notre conscience, dans le meilleur de notre conscience. C'est lui qui est là pour rectifier
les orientations que la conscience prend de façon souvent bien étourdie. Nous sommes occupés par les préoccupations, des ambitions, des désirs qui se situent à la surface de l'existence. L'inconscient est là pour nous rappeler des besoins plus fondamentaux, et si on le laisse s'exprimer, eh bien, il peut redresser notre parcours. Et écrire poétiquement, c'est aussi tout de même vouloir redresser le parcours. Donc ce qui est au programme, c'est l'exploration des eaux profondes. Et certes, cette exploration est nécessaire pour l'écriture poétique comme telle, c'est-à-dire celle qui du coup reprend en main ce qui lui est fourni pour le penser au niveau cette fois de notre existence vécue dans la société comme nous l'avons, pour à partir de notre donnée personnelle, voir ce qui peut en être déduit pour la compréhension du rapport à autrui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, Yves Bonnefoy, une répartition des tâches entre les poèmes en vers et les textes de prose? L'un devrait mettre à jour et à nu des mots issus de l'inconscient, issus de la nuit peut-être, que les poèmes ont pour tâche ensuite De reprendre en main. de reprendre en main, d'utiliser, oui, Oui. Oui, c'est de leur, exactement ça. de leur donner une force C'est exactement poétique. ça. Donc c'est un peu la dialectique de la nuit et du jour. On peut appeler ça une dialectique de la nuit et du jour, en effet, sauf que le jour doit tenir compte de l'existence de la nuit d'une manière réelle. Si facilement on est tenté d'effacer le souvenir de la nuit quand on écrit. Il y a une osmose de deux sortes d'approches. C'est difficile de parler de l'inconscient sans parler du rêve. Et il se trouve que le rêve, lui aussi, joue un rôle extrêmement important dans cette écriture. Les proses sont des sortes de récits en rêve, pour reprendre cette expression qui vous a permis d'intituler un livre, d'ailleurs il y a quelques années, un livre de 1987 qui porte ce titre, Récits en rêve, et qui reprend d'ailleurs un recueil encore plus ancien, Rue Traversière, pour ne pas parler plus loin encore dans le temps d'un autre livre dans lequel on trouve un rêve fait à Mantoue. Alors, j'aimerais vous interroger sur le rôle que joue le rêve dans vos écrits, et particulièrement dans la poésie, sans qu'on puisse incriminer tout de suite l'influence du surréalisme, parce qu'on sait que au tout début de votre écriture, vous avez été proche des surréalistes. Effectivement, j'ai été très attiré par le surréalisme et précisément parce qu'il avait le souci du rêve, le souci de l'écoute de l'inconscient, dont je sentais bien qu'il était très présent, très exigeant en moi, comme d'ailleurs je suppose en toute personne. Mais je pense aussi que le surréalisme a immédiatement perdu ce qu'il pensait trouver, dans la mesure où il a voulu écouter l'inconscient par la voix de ce qu'il appelait l'écriture automatique, laquelle n'est faite que pour rester en surface, glissant d'une association d'idées à une autre dans l'environnement de celui qui écrit, et ne plongeant pas dans la profondeur, précisément parce que, passant d'une chose à l'autre, on ne s'attarde pas là où il faut. On n'écoute pas le sens virtuel de grandes images qui se proposent. Le surréalisme a perdu immédiatement ce rapport avec l'inconscient qu'il proposait avec tant de justesse. D'où le désir d'aller, sinon plus loin, du moins dans une autre direction à partir de cette ambition première. Oui. Quand vous donnez libre cours à l'inconscient, vous, c'est pour élargir les bases de la conscience. Oui. Et quand vous disiez rêve, le rêve et l'inconscient, c'est exactement la même chose. L'inconscient pense sous forme de rêve, par des mises en relation de souvenirs, de représentations
verbales ou visuelles qu'il associe. Il ne peut penser qu'en les associant, en faisant en quelque sorte de la fiction, à nous d'interpréter cette fiction. Il y a l'inconscient et il y a aussi la mémoire. La main qui écrit amène par la main la mémoire. Et l'écriture se tourne vers les traces du passé qui sont inscrites profondément en vous, certaines scènes, en tout cas des scènes premières. Et dans l'heure présente, on en a une nouvelle fois la confirmation. Oui, notez bien que la mémoire et l'inconscient, c'est la même chose, en ce sens que ce que nous gardons en mémoire a été choisi ou refusé par un travail qui est entièrement décidé de façon inconsciente. Et remarquez aussi que quand je parle d'inconscient, je ne voudrais surtout pas donner l'impression que écrire, c'est un acte de passivité en présence d'une donnée que l'on se contente de constater ou de subir. Non, pas du tout. Si l'inconscient est là avec son afflux, c'est précisément parce qu'on désire le contrôler, le diriger, le comprendre, c'est-à-dire le faire bouger aussi. Si le texte de prose est utile pour recevoir l'afflux, le texte de vers est là pour reprendre la direction par l'intellect de la tâche à accomplir. Est-ce qu'on peut dire que l'inconscient et la mémoire, donc, qui offrent des points d'ancrage dans le réel, permettent d'être pleinement présents à notre présence pour nous rapprocher du titre que vous avez donné à ces nouveaux volumes? On peut l'espérer. On peut vouloir que ce qui s'accomplit sous notre plume soit une façon de répondre aux besoins que nous éprouvons dans notre situation d'existence personnelle immédiate et aussi, bien entendu, dans la situation que la société nous crée. La poésie est faite pour répondre aux besoins du moment présent, pour les éclaircir, pour peut-être les amender. Et certes, écrire, c'est tenter d'être à la hauteur de l'exigence du moment. Vous le disiez tout à l'heure, Yves Bonnefoy, l'un des poèmes qu'on trouvera dans ce volume porte le titre que vous avez finalement donné à l'ensemble, L'heure présente. Et c'est un poème extrêmement important parce qu'il semble refaire en quelques pages le parcours de votre recherche. Oui, c'est pourquoi il est en effet pour moi tout à fait central, tout à fait important, non pas que je lui reconnaisse une qualité poétique différente ou autre, mais parce qu'il répond plus intérieurement que peut-être tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent, en tout cas plus directement à ma préoccupation et à mon souci les plus essentiels. Notez que je reprends ce titre, L'heure présente, à partir d'une autre heure, qui est comme une allusion. Là, c'est la phrase de Rimbaud, l'heure nouvelle. Oui. Et très sévère. Très sévère, oui, oui. Et alors, il s'agit d'écrire dans une temporalité qui est celle de l'instant, à l'heure présente. Le poème commence en effet par une expérience de l'instant, cet instant dont l'éclair nous parle. Et je sais, d'expérience profonde, que l'instant est plus que le temps, dans la mesure où le temps, c'est très naturellement de la temporalité, c'est-à-dire l'enchaînement de causes et de conséquences, lesquelles sont déterminées par des pensées conceptuelles qui, de ce fait même, nous mettent à la surface de nous-mêmes. Le temps nous vole à chaque instant de notre rapport le plus profond à nous-mêmes. Et il y a des instants où cette lecture facile et extérieure de soi est interrompue par un saisissement, par un brusque souvenir.
cela, c'est l'instant, et l'instant est donc comme le seuil de la poésie, non pas la poésie elle-même, mais le seuil à partir duquel le lieu poétique pourrait s'ouvrir, la vraie vie dont parle Rimbaud pourrait se laisser, sinon pratiquer, du moins apercevoir. Dans le plus immédiat, c'est-à-dire en affirmant la finitude. Du moment que l'on est en dehors de la temporalité conceptuelle, on est dans le temps véritablement vécu, celui de l'instant où nous sommes, donc oui, mais aussi du lieu dans lequel nous sommes. Et le monde lui-même se révèle non pas ce tableau de causes et d'effets, de lois physiques ou autres, ou sociales, que l'on veut nous donner à croire, mais un ensemble d'existences autour de celui qui vit l'instant, tout ce qui est existence des êtres qui passent, qui sont vivants un instant, qui mourront, l'univers devient cela, et il est donc une sorte de grande unité, l'unité de tous les êtres au même instant. Le représente, c'est la fidélité à un moment du temps et à son lieu, Oui. que vous ne séparez pas. Je ne sépare pas le temps du lieu parce qu'il n'y a pas d'instant qui ne soit vécu avec un environnement que nous considérons, que nous aimons. Et bien sûr, quand on entend ce titre, l'heure présente, on ne peut pas ne pas penser à la présence, qui est une notion tout à fait centrale dans votre recherche. Oui, l'heure présente est celle où il faudrait que toute chose soit présente à nous, qui serions présents à elle. Ce serait l'accomplissement de la présence au sein de cette heure. Mais il est bien vrai aussi que quand on dit l'heure présente, on pense, je suppose qu'on ne peut pas ne pas penser aux circonstances de notre société actuelle, à ce moment présent de l'histoire, à tous les maux, à toutes les craintes, à tous les périls, effectivement, qui sont là autour de nous. Ce qu'il faut souligner encore, Yves Bonnefoy, c'est l'insistance du sonnet désormais dans votre poésie, parce que déjà dans La longue chaîne de l'encre, donc de 2008, il y avait une séquence de presque 19 sonnets de tombeaux d'artistes, de poètes et d'écrivains, donc d'hommages. Et quelques années auparavant, vous aviez déjà traduit quelques sonnets de Pétrarque. Oui. 19 encore, je crois. Et même beaucoup de sonnets de Shakespeare. Oui. Donc, c'est une forme que vous aimez de plus en plus utiliser. Hein, vous dites que vous l'utilisez comme une vrille. Oui, disons que je l'ai utilisé pendant tout un moment et que peut-être ce moment, en fait, s'achève pour moi et que je ne reviendrai pas, ou pas beaucoup, à cette écriture par le sonnet. Mais la raison pour cela, c'est que dans ce rapport avec l'inconscient dont nous parlions tout à l'heure, le sonnet a des vertus tout à fait particulières. Ce n'est pas par hasard qu'il s'est maintenu à travers l'histoire de l'Occident depuis le Moyen-Âge, et qu'il a été avec Pétrarque l'origine d'une vague qui a recouvert l'Europe, de l'Italie à l'Angleterre et en France en particulier. Pourquoi y a-t-il cette force dans le sonnet? Pourquoi, par exemple, au moment où la grande crise du poétique a commencé au XIXe siècle, à l'époque de Baudelaire, pourquoi le sonnet précisément est-il revenu en force chez Nerval, chez Baudelaire, chez Mallarmé, Rimbaud même? Pourquoi? Eh bien parce que ces 14 vers constituent une forme visible
que l'on ne peut pas ne pas avoir présente à l'esprit au moment où l'on écrit. Si bien que tous les mots qui sont à l'intérieur du sonnet sont en rapport les uns avec les autres. Ils se contraignent, on ne peut pas se permettre des répétitions, sauf si cette répétition-là a du sens. Et il y a donc comme une insistance de la forme sur le contenu, de sens, de signification, et c'est une obligation, en somme, de voir bouger sa propre pensée supposée en place pour constater alors l'apparition de quelque chose de plus intérieur, de plus secret. Le sonnet est une machine à penser ce que l'on ne savait pas encore comprendre. Et il est donc, à mon sens, utile de le pratiquer dans les moments de crise. Dans les moments de crise, donc, à la Renaissance, à l'époque en France en particulier, de Ronsard et du Bellay, un grand moment où la pensée conceptuelle, justement, se mettait en place avec une force plus grande qu'auparavant. Au moment de Baudelaire, c'est-à-dire au seuil de la grande crise de confiance dans le conceptuel qui a marqué le XIXe siècle et qui continue de nous affecter. Et puis alors pour moi, en tout cas aujourd'hui, peut-être dans un moment de ma vie où j'avais besoin de comprendre certaines choses, parce qu'après tout, on écrit, mais on passe à côté de dimensions de sa propre existence, et elles insistent, elles demandent à être entendues, et le sonnet, en fait, m'a permis de retrouver dans ma mémoire des aspects que j'avais besoin peut-être de retrouver. Parmi les sonnets qu'on peut lire dans l'heure présente, il y a cette suite qui ouvre le volume que vous avez intitulé Raturé outre. Et cette notion de rature peut laisser entendre que la poésie est liée à la rupture, à une certaine forme de dislocation, qu'elle s'impose en tout cas contre le discours, qu'elle ouvre une brèche dans la représentation. Oui, rupture de niveau, rupture entre le niveau du discours cohérent et superficiel aussi bien que nous accomplissons d'une part, et puis alors d'autre part, au niveau des intuitions réprimées, mais en fait sans doute plus salubres, qui sont dans notre profondeur. Rupture, en effet, raturer pour que la rupture se produise et raturer pour mieux comprendre. C'est pourquoi j'ai intitulé une autre suite de sonnets, là, dans cet ouvrage, je le représente, pour mieux comprendre. Et ça indique aussi que le ressaisissement est inséparable de la poésie. La poésie n'est que ressaisissement, parce que son projet, qui est de transgresser la lecture conceptuelle du monde, ne peut qu'échouer, étant donné que la pensée conceptuelle, c'est de façon immédiate et totale notre seul moyen de réfléchir, de nous orienter dans la vie, de pratiquer quelque forme d'action que ce soit. Donc l'intuition poétique est constamment rabattue sur son origine, privée de se développer, de devenir, et il n'y a que des instants de dessaisissement. Mais en même temps, le meilleur de la pensée poétique, c'est l'obstination avec laquelle on se souvient qu'elle doit exister, et alors, par voie d'obstination, on se livre à des ressaisissements, si on en est capable. On essaye en tout cas. Quelques mots pour terminer sur cet autre livre qui n'est pas encore en librairie, qui sera disponible en février seulement aux éditions Galilée. Je vois sans yeux et sans bouche crie, donc vers de Pétrarque, qui intitule un livre recueillant 24 sonnets avec des dessins originaux de Gérard Titus Carmel. 24 sonnets, donc vous nous en aviez donné à lire 19 il y a quelques années, Yves Bonnefoy. Le record, cette fois-ci, progresse. Et peut-être qu'un jour, vous donnerez à lire la totalité des sonnets. Non, je ne pense pas. Pas d'abord parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Et puis ensuite parce que c'est très difficile de traduire la poésie, et traduire en particulier des sonnets. Si j'en ai traduit quelques-uns, c'est parce qu'il m'a été donné, par un accident dont je ne connais pas la nature, de rencontrer certains d'entre eux d'une manière plus facile, hein. J'en ai profité. Je ne les ai pas choisis pour leur qualité particulière, pour la cohérence de sens qu'ils pourraient produire, mais simplement à partir des chances qu'ils me proposaient. Ceci étant, avec comme arrière-plan une grande sympathie, bien sûr, pour Pétrarque. Mais c'est un peu plus que de la sympathie qui vous fait traduire généralement, même si la sympathie est indispensable, parce que je ne vois pas comment on peut séparer votre tâche de traducteur et vos réflexions sur la traduction de votre propre projet d'écriture. Oui, oui, en fait, il y a différents degrés dans l'attachement que l'on porte aux œuvres que l'on traduit. Dans certains cas, comme avec Léopardi ou Yeats, c'est véritablement une affection profonde. Dans le cas de Pétrarque, c'est davantage ce que j'appelais de la sympathie, c'est-à-dire le sentiment que c'est quelqu'un de bien, que l'on peut suivre son besoin, que l'on peut se sentir solidaire. Mais il n'y a pas la même sorte d'assomption de la personne particulière que dans le cas de ces deux autres que je citais. Ce sont deux langues que vous avez traduites jusqu'à présent, l'anglais et l'italien. Oui, je ne pourrais pas en aborder d'autres. Je ne pourrais pas en aborder d'autres, mais ça a du sens, voyez-vous, de se tourner vers la langue étrangère. Et ça renforce le sentiment de la poésie. L'échelle de conceptualisation de l'anglais ou de l'italien n'est pas la même que celle de la langue française. Du coup, les concepts sont manifestés dans une position, en somme, relative, si bien qu'on est encouragé à se dire qu'il faut en transgresser l'autorité prétendue.